Bienvenue à tous. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Allons-y. Parfois, la guérison ne vient pas à voix haute. Elle survient dans des moments de calme, après avoir survécu à des tempêtes dont on n'a jamais parlé à personne. Je m'appelle James. J'ai 39 ans et je viens de Baltimore. J'ai vécu la majeure partie de ma vie d'adulte avec un silence pesant comme la mort. Ce n'est pas une histoire de film où tout finit bien. C'est ainsi que les choses se sont passées. Brutes, laides, finalement, étrangement paisibles. J'ai grandi au cœur de Baltimore, élevé par ma mère et ma grand-mère après le décès de mon père, à l'âge de 7 ans. Nous n'avions pas grand-chose, mais ce que nous avions nous appartenait. Une minuscule maison mitoyenne, une véranda grinçante, des dîners du dimanche avec des cousins serrés les uns contre les autres autour d'une table à peine assez grande. J'ai travaillé dur dès mon plus jeune âge, apprenant à réparer les choses pour mes oncles, à contenir ma douleur face aux femmes qui m'ont élevé et à rester invisible quand la vie devenait pesante. J'ai rencontré Keisha à 27 ans, alors que je travaillais comme agent de sécurité dans une salle de réception locale. Elle était avec quelques amis, tout en rire et talons hauts, mais son sourire ce soir-là m'a marqué. Elle n'était pas du quartier, mais elle n'était pas très douée pour ça non plus. Son rire, celui qui emplit une pièce et ose laisser la tristesse s'installer. On a échangé nos numéros, on s'est retrouvés autour d'un café, et à partir de là, on a construit quelque chose. Ni vite, ni lentement, juste stable, comme deux personnes qui attendaient un endroit où se poser. Nous sommes sortis ensemble pendant 4 ans, vivant dans un appartement exigu du West Side, et nous démenant tous les jours. Je conduisais Uber la nuit et travaillais à l'entrepôt la journée. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire et, le week-end, elle tressait les cheveux pour arrondir ses fins de mois. On a réussi, même quand cela signifiait partager des ramen ou esquiver les factures. Ce qui rendait ça si agréable, c'était les rires, les blagues entre amis, l'espoir que tous ces efforts étaient pour quelque chose de mieux. Keisha n'était pas parfaite, mais pour moi, elle s'en approchait. Elle était chaleureuse, aimante et avait le don de me faire sentir remarqué dans un monde qui me passait habituellement inaperçu. Je me souviens que je rentrais à la maison épuisé, et qu'elle avait préparé mon plat préféré, avec de la musique old school à fond, et qu'elle me massait les pieds comme si j'étais une princesse. Parfois, elle me parlait de ses rêves, voyager, ouvrir son propre salon, et peut-être un jour organiser un grand mariage sous les encouragements de toute sa famille. J'ai écouté et cru, car je voulais la même chose pour elle aussi. La demander en mariage a été la décision la plus facile que j'ai jamais prise. Nous n'avions pas grand-chose, mais j'ai économisé pour une bague, rien de gros, mais elle brillait à son doigt, et ses yeux aussi quand je l'ai demandé en mariage. Elle a dit oui en larmes, me serrant si fort dans ses bras que j'ai cru que je ne respirerais plus jamais. Pendant un moment, j'ai eu l'impression que tout mon travail avait un sens. Nous avons fixé une date pour le mariage, un vrai, pas juste des paroles. Il ne restait plus qu'un mois. Des invitations ont été envoyées à mes amis, à ma famille, et même à quelques collègues de l'entrepôt et à ses employés du salon. Ce mois-là a probablement été le plus heureux de ma vie d'adulte. Keisha rayonnait d'excitation. Elle me montrait des robes sur son téléphone tous les soirs, me demandant mon avis, même si nous savions toutes les deux qu'elle avait déjà choisi sa préférée. Je voulais tout lui donner. En secret, j'ai vendu quelques vieilles propriétés que mon père m'avait laissées, 2 minuscules terrains près de la limite du comté, abandonnés à l'abandon et envahis par la végétation. J'ai obtenu moins que leur valeur, mais je m'en fichais. J'ai utilisé l'argent pour lui acheter une robe de mariée qui lui a fait briller les yeux, comme si je lui avais offert le monde. Je ne lui ai jamais révélé le prix à payer. Je voulais juste qu'elle se sente spéciale, qu'elle sache qu'on l'aimait. Si l'amour était synonyme de mesure et de sacrifice, je pensais avoir fait mes preuves au centuple. Tout a changé si vite que j'ai à peine eu le temps de digérer la nouvelle. Un jour, on déguste des gâteaux et on prépare des playlists. Le lendemain, la rumeur se répand qu'Antoine, l'ex de Keisha à l'université, avait conclu un gros investissement à Houston. Genre, devenir riche du jour au lendemain. Je l'ai entendu d'abord par une amie, puis par sa cousine, et puis c'était partout. Tu as entendu parler d'Antoine? Antoine conduit une Benz maintenant. Antoine parlait d'acheter une maison là-bas. Ça semblait irréel. Keisha a commencé à se comporter différemment, distante. Elle était tout le temps au téléphone, quittant parfois la pièce pour répondre à des appels.
Je lui ai demandé ce qui se passait, et elle a haussé les épaules, me disant que le travail était stressant, que sa tante était malade, mille et une excuses. Je n'ai pas insisté. J'aurais peut-être dû. Mais quand on aime quelqu'un, on veut croire au meilleur, même si son instinct nous murmure le contraire. Un soir, moins de 3 semaines avant le mariage, Keisha rentre à la maison et me dit qu'elle doit quitter la ville. Elle dit qu'elle va à Houston, que des proches sont malades et qu'elle a besoin d'aider. Je suis perplexe. Elle n'a jamais parlé de sa famille là-bas auparavant. Elle me regarde à peine dans les yeux, dit qu'elle ne sera absente qu'une semaine ou deux, promet de rester en contact. Mais elle emporte plus de vêtements que nécessaire pour un court séjour. Il y a une finalité dans sa façon de me serrer dans ses bras à la porte, mais je suis trop abasourdi, trop dans le déni, pour le reconnaître. Après son départ, je l'appelais tous les jours. Parfois, elle répondait vite, distraite, toujours occupée. La plupart du temps, elle laissait sonner. Puis elle a complètement arrêté de répondre. J'ai envoyé un texto. Pas de réponse. Message privé? Rien. J'ai commencé à paniquer, pensant qu'il s'était peut-être passé quelque chose de grave, qu'elle avait eu des ennuis. J'ai appelé sa mère, ses amis, ses anciens collègues. Personne ne répondait, ou, s'il répondait, il ne savait rien. J'ai même appelé les hôpitaux de Houston. Rien. C'était comme si elle avait disparu. Une semaine passa, puis une autre. Je dormais à peine, alimenté par le café noir et l'espoir. Je me suis dit qu'elle reviendrait, que c'était juste du stress ou de la nervosité, qu'elle était toujours ma Keisha. La date du mariage approchait, et chaque jour je m'attendais à son appel, à son arrivée à la porte, à son malentendu. Puis, 2 semaines avant le mariage, l'un de mes garçons, Devin, le seul qui restait encore, s'est arrêté à ma place, le regard lourd. Il m'a fait asseoir et m'a montré des photos sur son téléphone. Keisha, vêtue de blanc, debout à côté d'Antoine, entourée de gens dans une salle chic de Houston. Ils se sont mariés. Pas une rumeur, pas une spéculation. De vraies photos, de vrais sourires, la vie que je croyais que nous construisions, juste avec un autre homme. Je me souviens avoir fixé ces photos si longtemps que ma vue s'est brouillée. Devin a posé une main sur mon épaule, sans dire grand-chose, me laissant simplement briser. Il y a une forme de chagrin qui vous vole vos mots, qui vous expulse de votre propre corps. Voilà ce que c'était. J'avais envie de crier, de casser quelque chose, de supplier Dieu de me réveiller, mais je restais assise là, engourdie, souhaitant que le monde s'arrête de tourner. Après ça, plus personne ne m'a vraiment suivi. Sa famille, des gens que je traitais comme mon sang, m'ont coupé du monde. Les appels, les textos, les invitations pour les fêtes, tout a disparu. Mes propres garçons ont fait des blagues, ont dit que j'étais faible, que j'aurais dû m'en douter. Elle n'est pas la première à te faire des bêtises, a dit l'un d'eux. J'ai aussi arrêté de leur parler. Ma mère a essayé de me consoler, me disant de prier, que Dieu avait un plan. Mais j'étais en colère, perdu. J'avais l'impression que Dieu était parti en vacances et m'avait abandonné. Je suis tombé dans un trou dont j'ai mis des années à me sortir. J'ai quitté mon travail d'entrepôt, incapable de me concentrer. Certains jours, je ne sortais pas de chez moi, les factures s'accumulaient, la nourriture perdait son goût. Je m'asseyais au bord de mon lit, fixant l'endroit où Keisha se coiffait dans le miroir, et je me demandais ce que j'avais fait de mal. Je repassais chaque instant, chaque mot, essayant de trouver l'erreur qui l'avait fait partir. Il y a une sorte de solitude qui vous pénètre jusqu'aux os, qui rend même la lumière du soleil froide. Je vis avec ça. J'ai arrêté de répondre aux appels, désactivé mes réseaux sociaux, et j'ai fait le ghosting de tous ceux qui essayaient de prendre de mes nouvelles. Finalement, le propriétaire m'a mis à la porte. J'ai fait mes valises et pris le bus pour Charlotte, où un cousin m'a dit que je pourrais dormir un moment. Charlotte était un mélange de petits boulots et de nourriture bon marché. Je travaillais dans le bâtiment, je peignais des maisons, je réparais des toilettes, je faisais tout pour payer mon loyer. Les nuits étaient les pires. Je restais éveillé, hanté par le son de sa voix, le poids de tout cet amour gâché. Parfois, je rêvais qu'elle revenait, parfois je rêvais que je ne la rencontrais jamais. Il m'a fallu des années, 5 pour être précis, avant de pouvoir envisager de sortir à nouveau avec quelqu'un. J'ai essayé plusieurs fois, mais chaque fois qu'une femme s'approchait trop, je sursautais, attendant le coup de couteau. La confiance est devenue une langue étrangère.
Mon cousin m'a dit que je devenais un fantôme, toujours à travailler, jamais à rire, vivant à moitié. Pourtant, quelque chose en moi refusait d'abandonner. C'était peut-être de l'orgueil, peut-être de l'entêtement, mais j'ai recommencé à réparer les choses, petit à petit. J'ai contracté un prêt, acheté un vieux pick-up et commencé à proposer des services de bricolage, de peinture, de plaquiste, de réparation. La nouvelle s'est répandue. Les gens respectaient mon travail. J'économisais chaque centime, je quittais les bars et les clubs pour me concentrer sur la construction de mon propre projet. À la 6e année, j'avais 2 camionnettes, une petite équipe et une maison entièrement payée à Durham. J'ai gardé la tête basse, je suis resté discret. Personne dans mon nouveau monde ne connaissait mon histoire, ni mon chagrin. La paix est devenue ma monnaie d'échange. Ce n'était pas Tapa accent grave-l'œil, mais c'était le mien. Certains soirs, je m'asseyais sur ma véranda, écoutant les grillons et le bourdonnement lointain de la circulation, et je me laissais aller, non pas au bonheur, mais au calme. J'ai fait la paix avec le silence que Keisha avait laissé derrière elle. Puis, l'été dernier, sans prévenir, j'ai reçu une demande de message sur une vieille adresse email que je consultais à peine. Le nom m'a frappé comme un coup de poing, Keisha. J'ai scruté ce message pendant 1 heure, me demandant si je devais l'ouvrir, la bloquer, la maudire, lui pardonner. Finalement, la curiosité a pris le dessus. Le courriel était long, mais il ne semblait pas empreint de remords, juste de désespoir. Elle m'a dit que sa vie ne s'était pas déroulée comme elle l'avait prévu, que le sentiment de sécurité que je lui procurais lui manquait et qu'elle voulait juste se rattraper. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas évoqué la douleur qu'elle avait laissée derrière elle. Elle cherchait de l'aide, pas du pardon. Elle était revenue à Baltimore. Sans emploi, 2 enfants de 2 hommes différents, sans aucun des deux. Elle a écrit « J'ai l'impression que personne ne me comprend plus. Je sais que j'ai laissé partir des gens bien, et je sais que tu as toujours eu un grand cœur. » Je pouvais presque entendre sa voix, cette douceur sirupeuse qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Je n'ai pas répondu. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro de Baltimore que je ne connaissais pas. Mon instinct me disait de ne pas décrocher, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. J'ai répondu. Dès que j'ai dit bonjour, je l'ai entendu. Keisha. Elle s'est mise à pleurer, de profonds sanglots artificiels, comme ceux qu'on fait pour toucher le cœur de quelqu'un. Elle n'avait aucun remords. Pas vraiment. Elle jouait juste la comédie. Je le sentais dans ses mots. Sa façon d'évoquer le passé comme si c'était une histoire qui nous avait échappé à tous les deux. Keisha m'a supplié de revenir. Elle m'a dit qu'elle n'avait personne. Elle a dit qu'elle ne savait pas que son ex n'était pas l'homme qu'elle attendait de lui. Qu'elle n'avait aucune aide, aucune direction, personne pour s'occuper d'elle et de ses 2 enfants. Elle disait se souvenir comme je la protégeais toujours, comme je la faisais toujours passer en premier. Elle disait qu'elle savait que j'aurais toujours ce cœur en moi, que je comprendrais. Elle répétait sans cesse, « James, j'ai juste besoin de toi. S'il te plaît, ne me laisse pas ici comme ça. » Mais ça sonnait creux, répété, comme si elle lisait un script. Je la laisse parler. Je la laisse supplier. Je la laisse combler le silence de ses sanglots et de ses regrets. Je me suis souvenu de toutes les nuits où j'avais pleuré seul, des anniversaires et des fêtes passées dans des pièces vides, des années passées à reconstruire ma vie sur les cendres qu'elle avait laissées derrière elle. Mes mains tremblaient, mais ma voix restait immobile. Quand elle eut fini, j'ai dit la seule chose que j'avais à dire. J'ai guéri dans le silence où tu m'as laissé, et c'est là que je vais te laisser. Elle s'est tue. J'entendais sa respiration, j'imaginais le choc sur son visage. Elle essaya de dire autre chose, mais je raccrochai, bloquai son numéro et me rassis dans mon fauteuil, laissant le silence envahir l'espace qu'elle occupait auparavant. Je sortis, m'assis sur ma véranda et regardai le soleil se coucher sur les arbres. La lumière vira au doré, puis au rouge, avant de s'estomper dans une obscurité qui n'est pas vide, mais paisible. Pas de vengeance, pas de public, pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Pour la première fois en 8 ans, j'avais l'impression d'être enfin rentré chez moi. Non pas quelque part, mais chez moi-même. C'est le genre de guérison que personne ne peut lui enlever. Pas même elle. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire puissante.